La science-fiction est une merveilleuse machine à créer des expériences de pensée, et singulièrement des expériences de pensée sociales. Je vais survoler pendant une quinzaine de minutes les rapports entre science et science-fiction. Notamment, j'espère vous convaincre que la science-fiction, loin d'être la littérature de seconde zone que l'on veut bien voir en elle, c'est en fait un formidable moyen d'exploration de notre monde, à la fois évidemment par les voies techniques, mais aussi par les voies intellectuelles, scientifiques, philosophiques, et de toutes les façons possibles. Le vocable science fiction en anglais, où les adjectifs sont avant les noms, veut bien dire une fiction scientifique, un roman scientifique, alors qu'en français, science-fiction, on aurait plus tendance à penser que l'adjectif c'est fiction, et que donc ça fait un peu science fictive. Ça fait quelque chose qui a à voir avec le mensonge d'une certaine façon, avec la construction, la fabrication et d'une certaine façon la tromperie. Et donc du coup, on a tendance à dire en français, c'est de la science-fiction pour dire que finalement, c'est pas terrible, que c'est pas très reluisant et qu'à la limite, c'est repoussé dans les limbes d'un imaginaire un peu débridé, mais pas très sérieux. Alors en fait, il faut quand même réaliser que la science-fiction, elle est née sous la plume d'auteurs au XIXe siècle qui étaient fascinés par le progrès scientifique et technique. J'ai mis ici Jules Verne et Wells, il y en aurait d'autres, René Guéné par exemple, un Belge, Rudyard Kipling aussi. Et que cette littérature, avant de s'appeler science-fiction, elle a été nommée au tout début du XXe siècle par Maurice Renard, elle a été nommée le merveilleux scientifique, les romans de merveilleux scientifique, une très jolie expression qui signifiait pour Renard qu'on poussait la science jusqu'à la merveille, on analysait la merveille scientifiquement. Et donc, ces romans-là ont eu un succès absolument considérable, et on a retrouvé la science-fiction comme support parfois de diffusion des sciences et des techniques. Ici, on voit deux revues, Modern Electrics, des revues américaines, et Science and Invention. Et dans celle-ci, à gauche a été publié un texte de science-fiction d'un monsieur qui s'appelle Hugo Gernsback, qui était aussi l'éditeur de cette revue. On propose des articles sur la radio, des articles techniques ou non techniques pour débutants, finalement, pour fabriquer une radio, par exemple un poste à galets ou je ne sais quoi, où on parle de choses sur Mars, eh bien on représente un martien, avec cette iconographie, on va y revenir tout à l'heure, tout à fait spectaculaire. Un martien qui n'est pas représenté complètement au hasard, en dépit de ce qu'on peut croire ou voir sur cette image, de ce qu'on peut penser de cette image, mais qui est représenté en étant, disons, aussi cohérent que possible avec ce que l'on savait à l'époque de Mars. Par exemple, ce martien a des grandes oreilles parce que l'air de Mars est très raréfié. On savait que la pression atmosphérique de Mars, 160 fois inférieure à celle de la Terre, était très faible. Et donc le son s'y propage moins bien, il faut donc des grandes oreilles. Il y fait froid, vous remarquez des poumons volumineux pour capter l'air martien et protégés par une épaisse fourrure. Vous remarquez des yeux et une trompe qui sont rétractiles, de sorte que quand il fait froid, vous rentrez vos yeux dans la tête et quand il fait chaud, ou plus exactement quand vous souhaitez voir quelque chose, vous ne les sortez donc que quand c'est utile. Des antennes pour la télépathie, ça c'est l'aspect plus scientifique, une fois que la télépathie a été une discipline scientifique de sciences cognitives, disons, au début du XXe siècle. Des objets techniques, un fameux désintégrateur, ils cassent des cailloux avec, et puis des choses derrière qui montrent qu'effectivement ce ne sont pas des guignols, les martiens, ils ont un savoir-faire technique. Des humanoïdes évidemment, avec des pieds palmés. Oui, la gravité de Mars est très faible, 38% de celle de la Terre. Pour bien coller au sol, il faut des pieds palmés, c'est pratique. Donc cette image-là, toute fantaisiste qu'elle soit, elle est quand même fondée sur une idée qu'on veut essayer de faire quelque chose de plausible au regard de ce que l'on sait, mais que bien sûr on s'autorise une large part de fantaisie. Et donc la science-fiction est née ensuite finalement de ce mouvement littéraire de merveilleux scientifique ou de scientific romance en anglais, et M. Gernsback a été ensuite l'éditeur de cette revue, Amazing Stories, qui a publié uniquement des nouvelles, disons, de merveilleux scientifiques pour dire ça au début. Et vous voyez que les auteurs qui sont ici, c'est Wells, Verne et Poe. La couverture du premier numéro de Amazing Stories donne explicitement référence aux auteurs européens. La science-fiction, il faut aussi le retenir, est une littérature européenne et pas une littérature américaine, en tout cas dans sa naissance. Et puis regardez, sur ce numéro-là, le nom a été donné Scientific Fiction, et regardez ce logo, ça avait été fait l'objet d'un concours pour représenter ce que pourrait être l'écu, finalement, le logo, on dirait maintenant, de cette nouvelle littérature. Entre les faits de la science et puis la théorie, l'imagination, les créations, vous avez une mécanique qui vous permet d'écrire de la science-fiction, mécanique qui rappelle évidemment l'ingénieur, le travail de l'ingénieur, le travail technique. Les rayons en forme d'éclair vous rappellent que tout ça est mu par l'électricité, qui est évidemment une chose extrêmement importante et l'est encore. Et puis, vous avez derrière quelque chose qui sont les mondes imaginaires, ces mondes lointains, non encore visités, et qui vont être très régulièrement utilisés par la science-fiction, qui deviendra ensuite la science-fiction. L'éditeur de ces deux revues, c'est Hugo Gernsback, comme par hasard. C'est celui qui éditait les revues de vulgarisation scientifique, dans lequel il publiait déjà des petits textes, et qui ensuite a fondé ces revues-là. Et puis il a fondé ensuite une revue qui s'appelle Wonder Stories. Et c'est là qu'est née dans Wonder Stories The Best of Science Fiction. La science fiction est née donc en 1929.
comme finalement un successeur ou un descendant de ces romans de merveilleux scientifiques qui étaient nés par l'extraordinaire engouement qu'avaient provoqué les progrès scientifiques et techniques de la fin du XIXe siècle. La science-fiction, du coup, a toujours accompagné les sciences et les techniques. Là, c'est une image qui a été produite, une image de synthèse produite par une agence spatiale pour montrer ce que pourrait être un ascenseur spatial. Alors je prends l'ascenseur spatial parce que c'est un objet qui a été d'abord pensé par des scientifiques et popularisé par la science-fiction. La science-fiction a très rarement proposé des idées intéressantes aux scientifiques, pour ne pas dire jamais. Elle a plus souvent réutilisé et popularisé et mis en scène de manière extraordinairement spectaculaire des idées scientifiques qui sinon seraient restées de seconde zone, inconnues. En l'occurrence, cet ascenseur spatial a été proposé par un ingénieur russe, donc inutile de vous dire qu'en pleine guerre froide, ça aurait pu passer complètement inaperçu. Ascenseur spatial qui est donc l'idée qu'on pourrait tendre un câble entre le sol et l'espace, un câble de 144 000 km pour des raisons techniques, il doit avoir cette longueur pour être à l'équilibre entre son poids et la force centrifuge, puisqu'il est accroché à la Terre, à la force centrifuge due à la rotation de la Terre. Et ce câble nous donnerait un accès à l'espace qui n'a rien à voir avec celui que nous avons maintenant, où on envoie pour 20 000 $ le kilo de matière inerte. Avec un ascenseur spatial, pour quelques dizaines de dollars par kilo de matière inerte ou pas inerte, on envoie des dizaines de tonnes toutes les heures. Donc on change vraiment d'échelle si on disposait de ce genre d'objet-là. La science-fiction a accompagné les sciences, c'est quelque chose qui vient des sciences et des techniques. La science-fiction, et Arthur Clarke, l'auteur de 2001 l'Odyssée de l'espace, l'a mise en scène de manière spectaculaire dans ce roman qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Et ça a donné l'engouement ensuite, en retour, des ingénieurs, des scientifiques ont vu ce truc-là, on dit c'est pas possible, il faut le faire. C'est quoi? Quelle est, par exemple, la qualité, finalement, la structure que doit avoir, les résistances mécaniques, les paramètres physiques que doit avoir ce câble pour pouvoir fabriquer cet ascenseur spatial? Pendant beaucoup d'années, on s'est dit qu'on n'avait pas les moyens de faire ça, on n'avait pas, même le matériau n'existait pas. Maintenant, il semble que les nanotubes de carbone pourraient servir à ça. Il y a énormément de difficultés qui ne sont pas du tout réglées. Mais vous voyez que la science-fiction accompagne les sciences et les techniques. On est dans quelque chose où on est passé de « c'est impossible » à « c'est très difficile ». Et c'est un saut intellectuel considérable. Et ce saut intellectuel a été fait parce que la science-fiction, finalement, a remis devant des scientifiques et des ingénieurs, a remis un projet qui, sinon, serait peut-être resté inconnu. Autre cas, les stations orbitales géostationnaires. Ça, c'est un cas où ça a marché, ça fonctionne. Ça, c'est un ingénieur slovène, Potočnik, qui imagine des colonies orbitales en orbite géostationnaire, toujours au-dessus du même point de la Terre. Et puis Arthur Clarke, alors encore lui, Arthur Clarke, on peut difficilement sous-estimer son apport à la science-fiction. Arthur Clarke, dans un article qui s'appelle Wireless World, il imagine d'utiliser ces satellites géostationnaires pour des communications sans fil entre deux points distants de la Terre. Bon, maintenant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a très bien marché, cette affaire de satellites géostationnaires. Et puis, une autre chose, la singularité technologique. Là, on est dans une autre gamme, la science-fiction qui accompagne le progrès des sciences et des techniques, mais là, qui le devance. Alors, peut-être le devance tellement ce progrès que finalement, ça ne se produira jamais. L'idée que la convergence entre physique, biologie, disons, sciences cognitives, études du cerveau, informatique, va permettre peut-être l'émergence d'une machine, d'un ordinateur, de quelque chose qui aura des capacités qui sont si supérieures et si différentes de celles de l'esprit humain qu'elle nous sera radicalement différente, éventuellement consciente et capable de faire des choses qui dépasseront notre entendement. Les scientifiques produisent des images, en voilà une. Voici Jupiter avec son satellite Io, tel que vu, voilà Io, voilà l'ombre de Io, la tache rouge de Jupiter vue par la sonde Cassini-Huygens en route pour Saturne. Les scientifiques produisent des images, évidemment, mais ils produisent aussi des représentations du monde, des images mentales. Le système solaire, le Soleil est au centre, la Terre est autour. L'atome est comme un petit système solaire. Voilà une image qui a été produite régulièrement par la physique. Le cerveau, c'est quelque chose comme un ordinateur. Le neurone, c'est quelque chose comme un arbre avec des racines et puis un long tronc et puis un petit machin de l'autre côté. Et puis ça se connecte. Donc un cerveau, c'est comme une forêt. Mais si vous regardez le film Avatar, vous voyez qu'ils ont pris Jupiter, ils l'ont peint en bleu avec Photoshop. Ils ont rajouté une Pandora pour que ce soit joli. C'est là où se passe l'aventure. Il y a des satellites avec des ombres. Enfin, c'est absolument Jupiter peint en bleu. Et si vous vous rappelez dans le film, il y a la scientifique du film qui fait explicitement référence au fait que sur Pandora, il y a 10 puissance 12 arbres qui sont connectés entre eux et qui forment la mémoire de la planète. Donc avec l'image d'un cerveau planétaire organique fait d'arbres connectés entre eux, qui est exactement l'image en l'échelle d'une planète, d'un cerveau contenant des neurones connectés entre eux. Donc ce que produisent les scientifiques comme image est récupéré par beaucoup de gens, mais en particulier par la science-fiction, qui les tire, qui les file, qui les déforme, les transforme, et parfois produit des images qui sont tellement plus fortes que celles des scientifiques, parce que aussi chargées d'émotions, finalement, les scientifiques peuvent produire des images des fois un peu sèches, mais là, ils produisent des images chargées d'émotions qui remplacent
les notions ou les images que les scientifiques produisent, au risque peut-être des fois d'induire des erreurs dans l'esprit des gens. C'est peut-être aussi pour ça que la science-fiction a mauvaise presse. Mais on a des images aussi comme celle-ci, l'éruption solaire vue en ultraviolet. Et regardez, dans Spider-Man 2, ceci, c'est le soleil qui tient dans la machine de Octavius, hein, parce que c'est une machine qui fait de la fusion thermonucléaire. La fusion, c'est l'énergie des étoiles. Voilà ce qu'on vous disent les physiciens, et voilà ce qu'en fait un auteur de science-fiction, enfin un réalisateur d'un film de science-fiction. Il met explicitement une étoile au milieu de la machine d'Octavius. Une autre image, il y en a plein, on pourrait faire rien qu'une séance sur les images. Là, ce sont les cylindres de O'Neill, ceux qui ont vu Elysium. Bon, Elysium, ils n'ont pas inventé leurs images. Encore une fois, en général, les cinéastes ne sont pas très malins, ils vont pomper dans ce qui s'est fait dans les 40 années qui précèdent. Voilà les cylindres de O'Neill, je passe, ce sont des colonies orbitales au point de Lagrange L5, on pourrait discuter de ça longuement, qui contiendraient de 10 000 à 100 000 personnes. Bon, c'est à l'époque, dans les 70, on était sûr que ça allait bien se passer dans l'espace, quoi. Alors, il y a un autre point, c'est que les science-fiction travaillent sur le langage. Alors, inutile de vous dire que tous ces mots-là, soit les mots techniques, soit les mots qui viennent du langage courant, ont des sens très précis, et le problème évidemment de la science, c'est que ces mots du langage courant sont souvent mal compris par le grand public si on ne les explique pas, tout simplement parce que la compréhension qu'ont les physiciens ou les biologistes et le grand public n'est pas le même, et la science-fiction, elle a aussi créé ces mots, elle a réutilisé des mots de la science, elle a créé un certain nombre qui sont du langage quotidien, j'ai mis cela, astronautique, robot, terraformation, qui est moins courant, téléportation évidemment, dont les scientifiques ont repris en près le sens pour décrire des expériences de physique atomique qu'on appelle téléportation quantique, cyber, qui est évidemment un préfixe qui n'existe pas, enfin, ce n'est pas un préfixe qui vient du grec, c'est cybernétique, c'est le mot complet qui vient du grec, et un éditeur critique, Gardner Dozois de science-fiction, a repris le mot cyber pour en faire un préfixe de plein de choses, cybernaute, cybersex, même cyber, tout ce qu'on veut. Et puis le cyborg, qui a été inventé par des scientifiques, l'idée que pour la conquête de l'espace, on ait besoin de faire une alliance entre l'organique et le mécanique, mais une alliance intime, au sens que votre corps devra accueillir des objets techniques, mécanique ou électronique, et pour former un humain modifié appelé cyborg, et qui a été évidemment popularisé par la science-fiction. Science et science-fiction travaillent aussi évidemment sur le langage et sur les mots, et participent d'une certaine façon à transformer notre monde par le langage. La physique quantique a montré qu'il fallait abandonner le réalisme local. Peut-être notre univers n'est pas l'unique univers, il y a peut-être d'autres univers, ou une structure beaucoup plus grande dans laquelle notre univers est inclus. L'espace-temps pourrait être quantifié. Je passe sur tout ça, ce sont des choses que la science envisage sérieusement et qui pourrait relever tout à fait, d'ailleurs qui a été utilisée plusieurs fois dans la science-fiction, qui se nourrit volontiers là où la science crée des idées un peu rigolotes, là où les idées grouillent, là il se passe des choses un peu curieuses, et elle utilise pour ça des expériences de pensée qui ne sont pas propres à la science-fiction, qui sont utilisées aussi par la science, par la philosophie. Et ces expériences de pensée, voilà un texte de Robert Heinlein, un extrait d'un texte, d'une conférence de Robert Heinlein, qui tente à supporter l'idée que la science-fiction est une merveilleuse machine à créer des expériences de pensée, et singulièrement d'expériences de pensée sociales, pas d'expériences de pensée scientifiques. Les scientifiques, ils savent faire ça. Voilà des tas d'expériences de pensée scientifiques ou philosophiques, dont certaines ont d'ailleurs servi de support à la science-fiction. Si je prends l'anneau de Giges, un anneau d'invisibilité. Alors ça, je vous laisse choisir dans les œuvres que vous préférez, mais ça peut être l'homme invisible ou ça peut être Harry Potter. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes invisible? Est-ce que votre morale, elle va changer, par exemple? La chambre chinoise, quelque chose, c'est vous vous réveillez un matin, tout a l'air normal, et vous ignorez totalement qu'un méchant savant a prélevé votre cerveau, il l'a mis dans une boîte, l'a branché sur ce qu'il faut, pour que toutes vos sensations soient préservées, mais qu'en fait, vous ne soyez plus dans votre corps, mais dans une boîte. C'est l'idée qu'on avait tout à l'heure dans Matrix, que peut-être la réalité, ce qu'on appelle la réalité, c'est cet ensemble de sensations que nous avons d'interaction avec le monde. Donc, la science-fiction, telle que l'a définie Isaac Asimov, grand auteur de science-fiction, scientifique, vulgarisateur aussi, grand vulgarisateur de science, qui met le doigt sur le point qui est important, qui fait que la science-fiction est à mon sens la seule littérature moderne, c'est que c'est la seule qui tient compte explicitement du fait scientifique et technique dans son œuvre, et qu'elle en tient compte pour essayer de savoir et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que l'on peut imaginer, l'important étant pas tant la réponse qu'elle apporte à ces questions, mais les questions qu'elle pose. Donc la science-fiction est réellement, à mon sens, un laboratoire d'exploration du réel, au sens le plus large possible, en tenant compte explicitement du progrès scientifique et technique. Et donc c'est pour ça que j'adhère tout à fait à ce que dit Robert Heinlein. La science-fiction, c'est quelque chose, la littérature, la forme de littérature la plus intéressante. Pour conclure, je dirais que on fait souvent beaucoup de liens entre science et science-fiction. Dans les deux cas, on pourrait dire qu'il faut de l'imagination. Il faut faire une bonne œuvre de fiction, avoir de l'imagination. Pour faire de la science, il faut imaginer des choses nouvelles, donc il faut avoir de l'imagination. Mais la façon dont on sélectionne les bonnes productions, bonnes entre guillemets productions de science-fiction ou de science, n'est absolument pas la même, parce qu'il les différencie radicalement. C'est qu'une œuvre scientifique se doit d'être à la fois explicative et prédictive, d'être cohérente avec le réel. Et donc du coup, je dirais qu'il faut d'abord être rigoureux et cohérent pour faire de la science et
avoir beaucoup d'imagination, tandis que pour la science-fiction, on fait absolument ce qu'on veut, mais on ne peut faire non plus n'importe quoi. Si on prend un film catastrophique, par exemple Prometheus, qui est dramatiquement incohérent, eh bien ce film, il peut raconter ce que vous voulez, auquel vous ne croyez pas techniquement. De toute façon, son scénario est absolument incohérent et vous n'y adhérez pas. Et la raison pour laquelle on n'y adhère pas, ce n'est pas la spéculation scientifique, technique ou humaine qui est faite dans ce film, c'est simplement, c'est pas cohérent. Donc quand on fait de la science-fiction, il faut de l'imagination et de la rigueur. Et en conclusion, je mettrai deux phrases. Une qui s'inspire de Clausewitz, qui disait que la guerre n'est peut-être que la continuation de la politique par d'autres moyens. Je dirais que peut-être que la science-fiction, c'est la continuation de la science par d'autres moyens. Et d'une autre phrase qui est de Borges, qui nous disait que la science n'est peut-être que la forme la plus élaborée de la littérature fantastique. On pourrait mettre que la science n'est peut-être que la forme la plus élaborée de la littérature de fiction, de la science-fiction. En tout cas, ça serait à discuter maintenant. Je vous remercie de votre attention.